Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde sur le sujet transformation technologique et conduite du changement, les clés du succès. Donc, je suis Calixte Blanchard de la CCI Nouvelle-Aquitaine et nous sommes tous les quatre ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce sujet crucial. La transformation technologique est au cœur de nombreuses stratégies d'entreprise, mais elle s'accompagne souvent de défis importants en termes de conduite du changement. Nous allons, au travers d'un témoignage porté par le témoignage porté par Monsieur Clerc pour la société Dalalu, qui a vécu un projet de transformation technologique autour de la robotique, qui a été accompagné dans ce parcours de transformation par le C-Team présent ici par Rémi Roignot, qui est expert sur la robotique. Et à travers ce témoignage, j'espère, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci qu'on y arrive. Donc on va échanger en fait sur l'accompagnement important qui est proposé aux entreprises pour les aider dans leur transformation technologique. Et surtout, je pense que M. Clerc, Lionel va mettre ça en évidence, que le facteur humain est un facteur prépondérant pour réussir ce type de transformation. Donc, on va avoir ce témoignage riche et Sandrine Lermenier du cabinet Veolian va réagir. Sandrine est une experte sur le sujet conduite du changement et elle va, à travers sa présentation, nous exposer quelques clés de succès pour pouvoir réussir ce type de transformation. Avant de vous passer le micro, juste un petit mot pour vous dire que le parcours ou l'accompagnement qui a été proposé à la société Dalalu s'est fait à travers d'un parcours d'accompagnement qui s'appelle RoboBoost, qui est un parcours qui est financé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Donc ce parcours vous sera présenté par Rémi au cours de la présentation et aussi insister sur le rôle de Sandrine Lermenier, qui est aussi un consultant référencé dans un autre parcours sur le même type que RoboBoost, mais le parcours s'appelle Parcours Organisation Industrielle et Management. Donc c'est amener les entreprises dans des démarches du Lean, et donc on est très proche conduite du changement et Lean. J'en ai fini pour l'introduction. Lionel, je vais vous passer la parole pour que vous nous exposiez déjà qui êtes-vous, quelle est votre entreprise et quel est le sujet que vous avez conduit avec le support du C-Team. Ok, je vous remercie. Donc là, on ne peut pas passer le slide ici. Donc la société DAL System Industrie, DSI, une petite entreprise, nous sommes 32 personnes, un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros par an, une quarantaine d'années d'existence, donc elle fait partie du groupe Dalalu, avec Dalalu qui est plus la marque commerciale. Donc, le métier de DSI, c'est la fabrication de pièces en aluminium par poinçonnage, emboutissage, pliage. Et en fait, on fabrique les accessoires de gouttières qui seront posés sur les chantiers. Voilà, pour la marque, essentiellement pour la marque Dalalu. Pour l'un des sujets, en fait, que l'on appelle les boîtes à eau. Alors, pour faire vite, je vous montre. C'est juste une boîte en tôlerie dans laquelle l'opératrice insère un fond. C'est du Lego. Voilà, hop. Et ensuite, il s'agit de réaliser une étanchéité à l'intérieur de cette boîte. Voilà, il y a quelques cordons de mastic type silicone. L'opératrice, ou l'opérateur, mais en l'occurrence l'opératrice, donc réaliser cette étanchéité donc, sur la base de cartouches de mastic avec un pistolet silicone. Voilà. Donc on a tous ceux qui sont un petit peu bricoleurs ont tous fait ça autour de leur baignoire. 5 minutes, ça va, mais un peu plus longtemps, on a vite mal au poignet. Voilà. Donc l'opératrice qui réalise à peu près 10 000 boîtes par an faisait tout à la main et donc avec pistolet silicone. On avait cherché d'autres solutions, des pistolets air comprimés ou électriques, mais les appareils étaient lourds
ou encombrant ou avec un tuyau. Et finalement, donc, on remplaçait le risque de tendinite par d'autres risques, d'autres troubles musculo-squelettiques, donc de TMS. Donc la problématique que l'on avait, vous l'avez bien compris, donc c'est un risque de TMS au niveau de l'étanchéité de cette boîte. Donc, avant d'avoir des problèmes physiques sur l'opératrice, donc on a fait la démarche, donc on avait fait quelques essais, puis on s'est dit il faut aller plus loin en envisageant une automatisation. Donc, bien spontanément, on avait l'image d'un robot dans la tête, mais il existe potentiellement d'autres solutions qu'un bras robotisé. Et comme on était déjà engagé dans la démarche l'usine du futur avec la CCI, donc on a vu qu'il y avait l'opération RoboBoost et on a profité de cette opération pour se faire accompagner. Donc l'arrière-pensée de la direction était de faire les choses, on va dire, correctement et d'aller au bout du sujet et sous-entendu d'avoir une solution technique qui fonctionne et qui soit réellement appliquée. Voilà. Donc on s'est engagé dans l'opération RoboBoost avec l'accompagnement de la CCI qui a commencé par une formation en gestion de projet. Gestion de projet plutôt orientée robot et automatisme et une partie conduite du changement. Voilà. Une deuxième phase a été donc une assistance technique pour la mise en place de ce projet qui est passé par la mise à disposition d'un expert technique qui nous a accompagnés. Et il nous a, on va dire, tenu la main sur ce sujet-là. Et donc, c'est un expert du CETIM, M. Roignot, ici présent. Voilà. Je passe la main à M. Roignot, qui va expliquer un petit peu en détail la démarche. Bonjour à tous. Donc, Rémi Roignot du CETIM, Centre technique des industries mécaniques. Donc c'est un centre technique, on vient en appui en fait aux industriels de la mécanique, mais pas que, dans le réseau des centres techniques français. Moi personnellement, je suis basé à Saint-Étienne et au CETIM, bien sûr, on travaille beaucoup autour de la mécanique, mais moi je suis plutôt autour de l'automatisation et j'interviens dans tout ce qui est accompagnement des industriels sur l'investissement de nouveaux équipements pour leur production, pour leur activité, dans leurs ateliers, accompagnements qui sont à la fois méthodologiques et techniques sur moi, ma spécialité, la partie automatisation, robotisation. Donc là, en fait, ce qu'on vous présente, c'est un peu l'architecture du projet qui correspond à Dalsystem Industrie. Mais peut-être que je vais revenir après sur ce slide-là en présentant d'abord déjà un petit peu le programme. Voilà. Donc l'accompagnement de Dalsystem Industrie s'est fait dans le cadre du programme RoboBoost que vous voyez à l'écran. C'est un programme donc mis en place sur la région Nouvelle-Aquitaine qui existe déjà depuis plusieurs années puisqu'on en est à la version 4 et avec tout un tas d'étapes. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est les différentes étapes. Mais en fait, toute la phase amont, les étapes 1, 2, 3, sont des étapes de qualification du projet parce qu'il faut déjà s'assurer que le projet rentre bien dans le cadre de ce programme-là avant de se lancer dessus, que c'est un vrai sujet de robotisation, que techniquement c'est faisable, et puis qu'après on peut se lancer vraiment dans le dur, quoi, de l'accompagnement. Donc en fait, l'accompagnement des consultants, puisqu'il y a une quinzaine de consultants, on va dire, sur ce programme-là, qui vont dans les entreprises pour accompagner différents sujets autour de la robotisation et de l'automatisation. Donc, ça peut démarrer à l'étape 3, vraiment où on vient confirmer, qualifier le projet, et après on passe à l'étape 5, qui est la partie où j'ai pu intervenir avec Lionel,
clair. Voilà. En gros, ce qu'on va retrouver dans ce programme robuste, mais en phase, en synthèse assez rapide, c'est les phases 5 et 6. Et pour les industriels, ce qu'il faut juste voir, c'est que les sujets peuvent être plutôt, entre guillemets, simples jusqu'à complexes, et le nombre de jours d'accompagnement est variable en fonction de la taille de ces sujets. Et après, dans le programme, il y a différentes étapes. Il y a un standard qui est obligatoire. Si on se lance, on est obligé de prendre celui-là, qui est vraiment le recueil du besoin, c'est-à-dire s'assurer qu'on a tous les prérequis nécessaires pour se lancer dans le projet et formaliser le besoin au niveau de tous les acteurs du projet dans l'entreprise. Donc, pour finaliser, pour résumer, c'est établir le cahier des charges fonctionnel déjà, et puis le cahier des charges de consultation. L'objectif, toujours dans ce programme, c'est de passer par un intégrateur qui va réaliser l'équipement. Donc, il y aura une consultation qui est faite, et ça, c'est l'option 1. Donc, souvent, les deux vont ensemble, standard et option 1. C'est un petit peu dommage de faire que la partie cahier des charges si on n'a pas un avis technique, entre guillemets, sur l'analyse des offres que vont pouvoir faire les offreurs, les intégrateurs. Et puis, éventuellement, suivant la disponibilité des industriels, suivant leurs compétences en interne, on peut aussi accompagner sur l'accompagnement à la réalisation de l'équipement et surtout à la réception de la solution sur site. Voilà. Donc sur le sujet DSI, on avait fait un programme normal sur standard et option 1. Voilà, c'était ça. Donc là, après, moi, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le programme RoboStart PME. Par contre, vous aurez... RoboBoost, merci, Calixte. Vous aurez toutes les informations et les détails en fait, de l'accompagnement sur le site de la région à l'entrée du salon. Et puis, n'hésitez pas à interroger Calixte aussi, et Céline qui est là, exactement devant. Voilà. Donc moi, je vais faire un petit résumé des points qui me semblaient importants par rapport en fait, à ce type d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on apporte par rapport à l'entreprise dans le cadre du programme. Donc, dans la première étape, c'est vraiment l'idée, c'est de formaliser le besoin. Ça veut dire quoi? C'est de recueillir en fait, auprès de tous les acteurs du projet, dans les différentes phases du projet, toutes les exigences qu'il peut y avoir, mais qui ne sont pas forcément techniques. C'est pour ça qu'on part sur une méthode qui est issue de l'analyse fonctionnelle et qui permet de formaliser tous ces besoins en termes de résultats attendus. Donc le but, là, par exemple, dans ce cas-là, c'est l'objectif de l'équipement, c'est de poser du joint dans les boîtes à eau. Et après, on va rentrer dans le détail de toutes les fonctions que devra assurer l'équipement pour obtenir ce résultat. Et puis ce résultat, il n'est pas encore quantifié, il n'est pas qualifié. Donc derrière, il faut le qualifier. Donc une fois qu'on a bien, entre guillemets, lié toutes les opérations à réaliser, souvent on se base sur le process manuel, puisqu'on part de là, on part d'un existant en fait. Et on vient formaliser les fonctions, et après chacune des fonctions, on vient les caractériser. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on sait exactement dire, lorsqu'on aura une solution qui va arriver devant vous, dans l'atelier, de dire si sur telle fonction, je suis capable de dire si ça correspond bien à ce que j'ai demandé ou pas. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le cahier des charges. Voilà. Le but de cette première étape, c'est d'avoir ce document, cahier des charges, qui sert aussi bien à exprimer le besoin, mais surtout à avoir une trace écrite qui permet de dialoguer avec les intégrateurs et éventuellement de revenir dessus si le périmètre d'automatisation n'est pas rempli, si on n'arrive pas à tout faire, ou alors s'il y en a trop, des fois ça va trop loin, donc il y a des fonctions qui ne sont pas attendues, donc on peut réduire le coût aussi. Voilà. Dans la deuxième étape, en fait, ce qui correspond plutôt à l'option 1, en amont un petit peu, puis l'option 2 aussi, il y a une phase qui est vraiment très importante pour moi, c'est de valider tous les paramètres procédés. C'est-à-dire que quand vous allez établir votre cahier des charges, actuellement le process est réalisé manuellement et l'opérateur il sait ce qu'il fait, il voit ce qu'il fait et il réagit tout de suite. Par contre, un système automatisé, lui,
s'il doit prendre une pièce à tel endroit, puis que la pièce elle est à côté, il va chercher la pièce là, puis il ne l'aura pas. Donc il faut commencer par cette phase vraiment de fiabilisation du process, de maîtrise du process, et de structurer la solution en termes de périmètre d'automatisation. Qu'est-ce qu'on va laisser à l'opérateur? Qu'est-ce qu'on va donner à automatiser? Par exemple, ce qu'on voit ici, c'est la phase de préparation de la boîte. Il y a un défilmage, on le voit un petit peu ici, là, le film. Cette phase-là, si vous voulez l'automatiser sur tout le périmètre, c'est très complexe. Donc, finalement, après réflexion avec DSI, on s'est dit, non, ça, on va la laisser à l'opératrice qui va préparer la boîte pour qu'après, il n'y ait plus qu'à déposer le joint. Mais ça, finalement, non, ça ne rentre pas dans le scope. Techniquement, c'était vraiment assez compliqué. Donc voilà, ça c'est vraiment ce périmètre d'automatisation. Les fonctions à réaliser, suivant le cycle des opérations, du mode opératoire en fait, de chaque application. Et on va reprendre toute cette analyse fonctionnelle dans le cahier des charges de consultation. Voilà. Après, derrière, c'est plutôt une phase un petit peu classique, c'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est cibler et préparer la consultation en regardant s'il y a des intégrateurs qui ont déjà de l'expérience sur ces sujets-là, qui maîtrisent bien les technologies de robotisation. Là, il y avait un sujet un peu particulier, c'est que vous souhaitiez aussi garder l'opératrice dans le périmètre. Donc, on était parti sur un robot dit collaboratif, mais ce n'est pas que le robot qui est collaboratif, c'est toute l'application qui doit être collaborative. Donc, il y avait un petit peu ce périmètre-là à bien définir. Et chercher des fournisseurs qui savent mettre en place ce type de robot. Voilà. Le but après, c'est d'accompagner l'entreprise dans l'analyse des offres. Donc ce qu'on voit là à peu près, c'est en fait, il y a des outils pour ça, il y a des analyses multicritères. On ne vient pas uniquement analyser la solution sur le coût du prix, mais sur tout un tas de critères qui font qu'on peut comparer des solutions. Voilà. Du coup, cet accompagnement, il est allé jusque-là, mais après, derrière, il aurait pu y avoir la réception, ce n'était pas le cas. C'est DSI qui a réceptionné la machine au final. Voilà. Du coup, je repasse la main à Lionel. Donc, sur ce projet-là, donc faut bien évidemment, chaque projet est unique et amènera des solutions uniques. Donc là, on se retrouve avec un produit qui ne bouge pas à lui-même. Ce n'est pas un nouveau produit. Ça faisait 10 ans qu'on le faisait et donc on n'a rien modifié. Donc le système automatisé devait s'adapter à ce produit. Il y a une phase amont de préparation de la boîte. On a vu, on met la partie basse. Ça reste l'opératrice qui l'a fait. Il y a une phase manuelle de clenchage. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé l'étanchéité, il y a d'autres opérations à faire. Il y a une petite pièce à monter là, hop, là. Bref, on a compris. Voilà. Ça veut dire que l'opératrice, en amont et en aval du travail de la cellule automatisée, aura des opérations à faire. Ce qui veut dire que l'énorme avantage qu'on a, c'est que si le robot ou le système ne dépose pas le mastic correctement, de toute façon, l'opératrice, par la suite, vérifie, contrôle, et en fait, elle effectue même le lissage du cordon de mastic. Voilà. Donc, la partie contrôle qualité de l'objet est réalisée par l'opératrice. Ce qui veut dire qu'au niveau de la solution robotisée, on a quelque chose de relativement simple où il n'y a pas besoin d'avoir de système de contrôle, où la fiabilité n'a pas besoin d'être à 100% systématiquement parce qu'il y a l'opératrice qui, par la suite, peut corriger. Voilà. En termes de cadence de travail, comme l'opératrice a des choses à fixer sur la boîte et à étancher un tout petit peu, dans ce cas manuellement, sur chaque boîte. Donc le système automatisé
suit le timing de l'opératrice. Et en fait, la dépose de mastic dure une trentaine de secondes et le travail de l'opératrice dure 45 secondes à 1 minute. Voilà. Donc, on ne cherchait pas la performance avec un nombre important de pièces à la minute. Voilà. Toutes ces choses-là, tous ces éléments qui sont spécifiques à ce projet-là, donc on en a discuté bien évidemment avec monsieur Roignot donc du CETIM qui nous accompagnait. Donc tout ça a été posé, je dirais, les cartes sur la table et ont permis de réaliser un cahier des charges spécifique à notre besoin et d'aboutir au final, après consultation d'intégrateur, à une solution qui nous convenait très bien. Voilà. Dans le principe, donc, le système automatisé donc, utilise un petit, on va dire un Kobo, même s'il est utilisé en tant que robot. Ce n'est pas une grosse cellule avec un bras d'une puissance importante, avec des portes qui se ferment, avec quelque chose d'imposant. Voilà. Là, le système est posé à côté de l'opératrice. Pendant qu'il dépose la colle, on peut même aller comme ça voir la dépose de colle. Il n'y a aucun risque pour l'opératrice, il y a des protections qui sont faites. Voilà. Donc on aboutit à quelque chose qui est assez convivial pour l'opératrice. Alors que notre première idée, parce qu'on a un autre robot dans l'atelier, l'autre robot il est puissant, il est fait pour une cadence importante de pièces, et c'est une grosse boîte énorme avec des sécurités pour entrer. Voilà. Donc l'esprit des deux systèmes est différent. On a voulu cela, ou on est arrivé à cela, un système, on va dire, le mot est convivial, c'est un petit peu ça, pour ne pas, je dirais, effrayer l'opératrice. Alors, c'est peut-être pas les mots qui vont bien, mais c'est plus, voilà, c'est un outil dont elle dispose et qui n'est pas quelque chose de compliqué. L'opératrice elle-même donc, a passé 10 ans à étancher les boîtes. Elle n'a jamais utilisé de robots ou de systèmes, on va dire, complexes comme ça. Donc l'idée, c'était d'avoir une solution technique qui soit ultra simple à utiliser et conviviable et agréable à utiliser au quotidien. Très tôt, on a mêlé l'opératrice donc à nos démarches. Voilà, donc bien évidemment, on l'a interrogée, on a vu comment elle travaillait. J'ai appris à étancher les boîtes à eau, même s'il y a des gestes que je n'arrive pas à faire aussi bien qu'elle. Donc on l'a mêlée à la plupart des étapes, sans trop l'impliquer non plus, parce que finalement, on lui a dit, il y a un robot qui fera des opérations à ta place. Donc, la réaction qu'elle a eue, qu'on a imaginé, enfin, qu'on a bien senti qu'elle avait eue, c'était de se dire, tiens, il y a le robot qui va me remplacer. Voilà. Donc ça a été, il a fallu le gérer. C'est en fait un changement pour l'opératrice. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait changer. Et je pense qu'elle s'imaginait même qu'à terme, on se passerait de l'opératrice. Voilà. Donc là, ça n'a pas été le cas parce que, effectivement, ça a été notre choix technique et puis nos besoins. Mais il a fallu faire comprendre à l'opératrice, à chaque étape du projet, qui a duré plusieurs mois, voire une année, qu'elle ne perdrait pas son travail, que le système, finalement, ne serait pas trop compliqué à utiliser. C'est pas plus compliqué que d'utiliser son smartphone, et ça, tous les opérateurs, même les enfants à 12 ans, ils savent très bien le faire. Voilà. Donc, dans toute la partie amont, donc elle
elle a été sollicitée, y compris lors des phases de mise en route chez l'intégrateur. Donc, il s'agit de la société Aerospline qui est basée à Bruges, donc c'est pas très loin de chez nous. Voilà. Et tout ça, ça a été très important pour la mise en route du robot, puisque l'intérêt final, c'est que ça soit utilisé. Elle savait que si ça ne fonctionnait pas, elle avait juste à reprendre son pistolet à silicone et à faire les boîtes. Donc il y avait un petit peu cette épée de Damoclès que l'on avait, c'est-à-dire que l'opératrice refuse, dans le cas extrême, donc refuse d'utiliser le robot pour une raison ou une autre, voilà, et continue à faire ses boîtes à l'ancienne, manuellement, et puis voilà. Et puis en se disant, mais non, de toute façon, j'ai pas mal au bras, j'ai fait ça depuis 10 ans, voilà, tout va bien. Voilà. Lionel, est-ce qu'à ce stade, vous croyez qu'on peut faire réagir Sandrine ? Je pense. Justement, j'allais le dire, d'où l'intérêt de la formation ou de l'information sur cet aspect de changement qui est valable pour nous tous. Mais un chef de projet, quand il se lance dans quelque chose comme ça, se dit oui, il y a des choses qui vont changer, mais il est moins concerné directement que l'opératrice qui voit arriver un appareil qui travaille à sa place. Donc, je passe. Merci Lionel. Donc oui, Sandrine Lermenier, je suis consultante en organisation et coach professionnel et je suis spécialisée dans la transformation des PME industrielles. Et donc, je vais vous donner quelques repères, quelques lectures qui concernent le facteur humain dans la conduite du changement. Si vous avez déjà été impliqué ou dans des projets de transformation, vous avez peut-être déjà entendu ça. Oui, on ne comprend pas, le robot, il est fabuleux, la technologie est super, le logiciel, il est top, tout est prêt, on a les budgets, mais ça ne prend pas. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien, il y a quelques années, McKinsey a fait une étude, une analyse sur les projets de transformation, notamment numériques, digitaux et technologiques. Et en fait, 70% des projets de transformation de cette nature-là échouent. Alors 70%, c'est beaucoup. Et en fait, quand on analyse les causes, on se rend compte que ce n'est pas forcément lié à des moyens, ce n'est pas un manque de moyens, ce n'est pas un manque de budget, ce n'est pas un problème d'organisation ou autre, mais c'est essentiellement lié aux facteurs humains, à des attitudes ou des comportements, des craintes dans les équipes, dans l'encadrement aussi. Et en plus, pour les entreprises, les 30% d'autres qui vont au bout de leur projet et qui réussissent leur projet, mais qui n'ont pas pris en compte l'accompagnement humain dans ces projets-là, eh bien, ils voient leur coût à la fin augmenter de 20%. Donc, le facteur humain, c'est vraiment la clé pour réussir les projets de transformation, et encore plus quand c'est des projets techniques. Et en fait, la technologie, on l'apprend. La logique des robots, on peut l'apprendre, on a des spécialistes pour ça. Et on se focalise souvent sur la solution technique et on présume que le reste de l'entreprise va comprendre à quel point c'est intéressant et c'est important. Et on oublie, on méconnaît en fait les besoins d'adaptation de l'humain par rapport à la technologie. Quand on veut modifier la technologie, on modifie un paramètre, on tourne un bouton, on ajuste des fonctions et ça fonctionne. Avec l'humain, c'est beaucoup plus complexe. Donc quand on méconnaît cette différence de rythme d'adaptation, le divorce, il est inévitable entre les attentes de la direction et la capacité humaine d'adaptation sur les systèmes. Alors, quand on parle de résistance au changement, en fait, on parle de quoi ? Pourquoi ça coince ? Tout est dans notre cerveau. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Nous, on a une intelligence humaine et donc on a un cerveau vivant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, il est biologiquement programmé pour résister, pour freiner le changement. Pourquoi ? Parce que tout changement, ça génère des efforts. Et notre cerveau, il n'aime pas les efforts cognitifs. Donc, il va freiner. Il va ne pas vouloir y aller.
Alors comment il s'y prend? Il active un certain nombre de biais cognitifs, donc des biais de négativité. Vous avez peut-être souvent entendu parler de ça, biais de confirmation, négativité, conformité, évitement de la perte, tout ça. Enfin, c'est des biais cognitifs qu'on active pour éviter de se confronter aux conséquences des changements. Et puis, il y a aussi le fait que, en tant que mammifère, on a un cerveau qui est très développé, notamment avec la partie supérieure du cerveau qu'on appelle le néocortex. Et notre cerveau, à ce stade-là, on aime le sens et la logique. Donc, on a besoin de conserver du sens et de la logique. Et on a d'autres parties du cerveau, notamment notre amygdale dans le système limbique, qui est en lien avec le cerveau reptilien. Et elle, l'amygdale, ce qu'elle aime, enfin je vous le fais simple, ce qu'elle aime, c'est la préservation de soi et la sécurité. Donc notre cerveau, il va vouloir toujours garder en cohérence le sens, la cohérence, la logique avec la préservation de soi et la sécurité. Donc un changement, ça occasionne des malaises, de l'inconfort, des choses comme ça. Et donc on va par nature vouloir ne pas se confronter à ça. Par nature, on va vouloir conserver l'équilibre du confort qui maintient le sens, la cohérence, la sécurité et la préservation de soi, pour éviter le déséquilibre du changement, ce qu'on appelle le principe d'homéostasie. Et donc, il faut admettre, quand on se lance dans un projet comme ça, il faut admettre dès le début que on va devoir faire face potentiellement à des problèmes de résistance au changement, ou du moins des inquiétudes de nos opératrices ou de nos opérateurs. Et en fait, même si c'est un changement qui est voulu, c'est-à-dire que là, ça peut être un changement qui est subi, mais la plupart du temps, c'est des changements qui sont voulus. Quand on parle de robotiser un poste de travail pour réduire les TMS, pour améliorer les conditions de travail, forcément, c'est quelque chose dont on a envie. Mais il faut savoir qu'en fait, l'humain traverse un processus émotionnel pour faire face et s'adapter au changement. Et même si le changement il est voulu, même si le robot il est attendu depuis longtemps, parce qu'on a mal au poignet, on va avoir une phase où on ne va pas forcément être tout à fait confortable. Les questions qu'on peut se poser, par exemple, comme Lionel nous l'a dit, c'est est-ce que le robot va me remplacer ? Est-ce que mon boulot va exister encore dans 2 ans ? Ça fait 10 ans que je fais ça. Est-ce que dans 2 ans, 5 ans, mon boulot va encore exister ? Ça peut être aussi, est-ce que je vais savoir faire ? Est-ce que je vais savoir utiliser le robot ? Est-ce que ça va me plaire aussi, finalement ? Est-ce que ce que je fais depuis 10 ans qui me plaît, là, appuyer sur un bouton, est-ce que ça va continuer à me plaire ? Est-ce que je vais être reconnue pour ces nouvelles compétences-là ? Qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi maintenant que mon boulot a changé ? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire qui peuvent venir alimenter les inquiétudes, les craintes, les doutes, et faire que les personnes ne vont pas forcément y aller de gaieté de cœur. Et en plus, on n'est pas tous égaux face au changement. On ne réagit pas tous de la même façon. Il y a des personnes, ce processus émotionnel, ils vont le traverser très vite. Il y a des personnes qui sont moteurs par nature, ils aiment le changement, ils vont y aller très vite. Et il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Ça, c'est parce que on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes expériences, les mêmes croyances aussi par rapport à la technologie et autres. Et donc, on n'est pas tous résilients de la même façon. Donc, il faut s'adapter aussi à des personnes qui vont aller plus vite, des personnes qui vont être plus réticentes. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut anticiper et prendre en compte dans le projet. Et ça dépend aussi de la culture de l'entreprise. Parce que les entreprises ont une histoire aussi vis-à-vis des changements. Donc il y a des entreprises qui sont aussi collectivement moins résilientes par rapport au changement, qu'elles sont aussi dans les entreprises, dans les organisations, les modes de fonctionnement, les modes de pilotage pour piloter tout ça. Donc il n'y a pas de méthode toute faite pour accompagner le changement, accompagner le facteur humain dans la conduite du changement. Il faut tenir compte de tout ça. Alors, souvent, quand on méconnaît tout ça, ça vient au fait qu'on mélange ce que c'est que l'accompagnement et la conduite du changement.
quand on met en place une solution technologique, par exemple un robot, on se focalise sur l'objet du changement. Ce qui nous intéresse, c'est le robot, la solution technologique. Et donc c'est le contenu du changement. Et en fait, le contenu s'accompagne toujours du processus. C'est un peu comme la différence entre le faire et l'être, entre le fond et la forme, ou entre la matière et la manière. Donc accompagner le changement, c'est aussi veiller au processus, à l'être, à la manière et à la forme, le fond et la forme. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Pour vous donner un exemple, si je prends l'exemple d'un déménagement. Donc je quitte la campagne limousine et je vais déménager dans la région bordelaise. Conduire le changement, c'est prendre rendez-vous avec une agence immobilière, sélectionner la maison, le jour du déménagement, trouver une entreprise de déménagement, organiser l'électricité, l'arrivée d'eau le jour J. Voilà, ça c'est conduire le changement. Accompagner le changement, ça va plutôt être veiller à l'ado qui va quitter sa petite campagne, ses copains, et qui va devoir s'habituer à la grande ville. C'est le conjoint qui va quitter son boulot. Moi j'ai entendu dire qu'à Bordeaux, il y avait beaucoup d'embouteillages sur la rocade par rapport, donc il y a des inquiétudes par rapport à tout ça. Donc l'accompagnement au changement, c'est ça. Conduire le changement, c'est des compétences de gestion de projet, de pilotage. L'accompagnement au changement, c'est veiller à ce que donner envie en fait à tout le monde de prendre le chemin de l'aventure. Et souvent, en fait, on pense qu'accompagner le changement, c'est faire de la formation et communiquer. Oui, c'est important de former, c'est important de communiquer, mais c'est pas suffisant. Il y a d'autres leviers qu'il faut actionner pour réussir le changement en fonction des étapes du projet, en fonction des personnes. Et ça s'invente pas, en tout cas, ça s'ajuste en fonction du contexte, de l'environnement et de là où on en est. Et c'est un peu comme si vous connaissiez bien une recette de cuisine et vous connaissez toutes les étapes par cœur, mais vous allez l'adapter parce que ce jour-là, vous la faites ailleurs, et donc vous allez faire en fonction des ustensiles de cuisine, en fonction des moyens, et puis vous allez faire aussi en fonction des goûts de vos convives et des intolérances alimentaires. Donc il y a accompagner le changement, voilà, il y a des méthodes, il y a des leviers, mais il faut choisir le bon en fonction des besoins. En fait, si j'ai essayé de résumer la recette du succès pour l'accompagnement, accompagner le facteur humain dans la conduite des changements par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est ça qu'il y a une méthodologie spécifique, il y a des méthodes, il y a des étapes à respecter et des leviers à connaître, activer les bons. Et encore une fois, on ne peut pas faire ce qui s'est passé chez Dalsystem, on ne va pas le dupliquer forcément chez une autre. C'est très spécifique. Spécifique aux personnes, spécifique à la techno et spécifique à l'organisation. Il y a aussi le fait qu'il y a des choses à mettre en place, à travailler sur soi et à travailler sur le collectif. Travailler sur soi en tant que chef de projet, c'est aussi de dire, voilà, moi j'ai envie de mener ce projet dans l'entreprise, mais j'ai aussi mes doutes. Je ne sais pas si Lionel en avait des doutes. Oui, sur ce genre de projet, oui, il y a toujours des doutes. Ouais, c'est ça. Donc, le problème, c'est que si on les masque, les doutes, le non-verbal, il va parler au bout d'un moment, quoi. Donc, il faut absolument rester authentique sur le projet, sur comment on le vit soi-même. Et parce que le non-verbal, ça va être perçu par les salariés, par les collaborateurs, et ça peut venir alimenter des rumeurs, des inquiétudes, est-ce que mon boulot va rester, voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop sûr, le patron. Donc, rester authentique, être OK avec ses propres doutes. Et puis aussi, ne pas projeter sa perception personnelle du changement. Ce n'est pas parce que ça vous semble facile pour vous que ça va l'être pour les autres. Donc, il faut vraiment adapter le message et adapter les approches aux besoins individuels. Ça se travaille en collectif aussi. Il faut pas faire ça tout seul, il faut le porter avec une équipe projet bien sûr, mais s'assurer au démarrage que l'équipe projet elle est OK, elle est alignée avec les objectifs, elle est d'accord avec les leviers et qu'elle va relayer dans l'entreprise
les bons messages et être là aussi pour accompagner le changement auprès des équipes. Donc il faut avoir des relais dans l'organisation pour faire passer les bons messages. Créer les conditions de la confiance, ça c'est important aussi. En fait, tout à l'heure je parlais de processus émotionnel. Ce qui va aider, c'est que les personnes aient confiance. Donc elles ont besoin d'avoir confiance dans la direction. La direction met en place ce robot pour les bonnes raisons. Donc j'ai un intérêt, moi, à y aller. Il faut avoir confiance en ses collègues, parce qu'on n'est jamais tout seul quand on fait des changements, et confiance en soi. Donc il faut créer les conditions de la confiance qui vont permettre à la personne de se lancer, elle aussi, malgré ses doutes, dans la nouvelle aventure. Et un point aussi qui est important, c'est de ne pas lâcher le morceau. On veut mettre en place la robotisation sur cette ligne parce que c'est important pour plein de raisons. Donc il faut rester ferme sur la destination. Par contre, là où il faut lâcher, c'est sur le chemin. Ok, on va partir de la campagne limousine et on va aller à Bordeaux. Oui, quoi qu'il en soit, on va aller à Bordeaux. Par contre, est-ce qu'on va passer par le nord, par le sud, les campagnes, l'autoroute ou pas? Ça, c'est les aléas de ce qui va se passer sur le chemin, et peut-être qu'on aura besoin de faire des pauses. Ça, l'avenir nous le dira. Et s'il y avait une seule chose qu'il faut retenir sur l'accompagnement au changement, et là je parle bien d'accompagnement au changement, c'est qu'en fait, les personnes, elles ne disent jamais non pour vous embêter, en fait. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez que la phase du non, elle dure jamais au-delà de 2 ans, quoi. Donc, si les personnes vous disent non, ou en tout cas ont un non-verbal qui manifeste qu'elles ne sont pas d'accord, c'est qu'elles disent oui à leurs propres besoins. Donc, s'il y a une compétence à développer sur l'accompagnement au changement, c'est l'écoute. C'est de comprendre pourquoi la personne, elle dit non. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui inquiète? Et surtout, écouter, non pas pour convaincre, mais si, je t'assure, le projet, il est génial, tu vas y trouver ton compte. Non, c'est pas écouter pour convaincre ou pour démontrer que vous avez raison, c'est écouter pour comprendre pourquoi les personnes ne veulent pas y aller. Parce qu'en fait, elles vous donnent de l'or en barre. En vous expliquant pourquoi elles ne veulent pas y aller, ils vous expliquent de quoi ils ont besoin, et du coup, vous pouvez adapter le chemin, sans lâcher la destination, mais juste adapter le chemin. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour des questions, Céline, ou... Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle? À quelle heure est prévue l'autre table ronde? La demi? Bon. Oui, Bruno? Les bénéfices à date pour vous? Alors, sur le projet, globalement, le coût du projet, environ 100 000 €, ne sont pas rentables sur ce sujet-là. Le risque, puisque là on va surtout parler du risque, c'était que l'opératrice, un beau jour, arrive avec un certificat médical et nous dise « je peux plus faire ». Voilà. Donc on n'a pas forcément calculé. Le patron nous a donné, on va dire, on avait une idée d'une enveloppe, un budget global, voilà, 100 000 € pour après vraiment le bénéfice pur et dur financier de l'opération a été calculé différemment, quoi. Voilà. Dans notre cahier des charges ou dans nos objectifs initiaux, on ne parlait pas de gain de temps sur ce produit-là. On se disait, bon, on espère que logiquement, ça ne devrait pas nous faire perdre. Et en fait, autour du robot, l'opératrice s'est organisée au bout d'un moment. Je dis elle, mais en fait, c'est tous les deux. On a fait des choses qui font que là où elles étaient 2 par moment parce qu'il y avait des pics de production, aujourd'hui, une seule, largement suffit. Voilà. Donc,
en termes de main-d'œuvre. On a augmenté notre capacité. Elle a pris en main son robot. Pendant qu'elle fait autre chose, elle lance le robot, et puis voilà. Donc la performance en nombre de boîtes réalisées par jour a augmenté. Et donc notre capacité sur un seul poste de travail. Potentiellement, on peut également mettre 2 personnes, une qui va préparer et une qui va faire la finition des boîtes. Voilà. Alors depuis 2 ans, finalement, ces productions, les quantités ont diminué. C'est destiné au bâtiment, donc ça ne tourne pas trop. Donc on n'a pas pu le faire tourner de façon optimale. Mais on sait qu'on a gagné en capacité de traitement de boîtes. On a également gagné finalement, on est passé de cartouches comme ça à des tonneaux de mastic avec un système. Donc il y a un petit peu de gain sur le produit. Et un des objectifs de notre sujet, c'était en fait, on en produisait 3 mètres cubes de cartouches. Et on a dit, il faut diminuer cette quantité de plastique qui part en DIB. Et puis voilà. Donc là, c'est plus un bénéfice pour la planète, si on veut. Et ça a marché. Voilà. C'est pour ça aussi que je dis ce projet était particulier, parce que c'était vraiment supprimer les TMS sans forcément aller chercher une rentabilité à court ou moyen terme. Un autre point de l'arrivée de ce robot, et un autre changement finalement, au-delà du simple poste de travail, c'est que les boîtes comme ça étaient faites avec une précision plus ou moins... voilà. Techniquement, il n'y a pas besoin elles peuvent être 1 centimètre plus grandes, il n'y a aucun problème. Donc au pliage, il pliait, chaque plieur avait son programme, il bidouillait, et puis voilà, et les boîtes à 2-3 mm, elles étaient pareilles, mais à 2-3 mm. Quand c'est l'opératrice qui fait l'étanchéité, pas de souci. Elle avait juste du mal à enfoncer la pièce au fond, donc elle prenait un morceau de bois maillé, et puis elle tapait dessus, et puis finalement, voilà. Et c'était devenu un petit peu l'habitude, voilà. Monter les boîtes à grands coups de maillet. Avec le robot, quand on pose ça sur le robot et il y a des capteurs qui mesurent la boîte, si la boîte a 2 mm de plus, ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Donc il faut remettre à la main. Donc le patron, il a dit non, il y a un robot, on ne met pas ces boîtes sur le robot. Donc du coup, on est remonté toute la chaîne jusqu'au poinçonnage. On a fait les modifications qui allaient bien. On a fait des contrôles qualité à chaque poste. Et finalement, les boîtes et au pliage, tous les plieurs, on en a 4 qui tournent sur ces postes-là. On leur a donné des consignes et du contrôle qualité. Et finalement, toute la chaîne, en remontant, aboutit à des boîtes qui sont toutes les mêmes. Voilà. Et chaque plieur nous disait, mais oui, il n'y a pas de problème, il suffisait de nous le dire. On est un peu comme tout le monde, l'opératrice, elle enfonçait sa pièce à grands coups de maillet sur là, et puis on regardait ailleurs. Des fois, on se disait, il faudra peut-être qu'on fasse ça, et puis 10 ans après, il faudra toujours... Voilà. Donc l'arrivée du robot a obligé à avoir un peu plus de qualité sur la fabrication des pièces. Voilà. Merci bien, je crois qu'on est atteint par la limite. Mais merci beaucoup pour vos bavard. interventions. Et puis on est sur le stand de D02. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir le voir. Okay, merci.